Vous souvenez-vous du film de Luchino Visconti, Mort à Venise, un grand classique du cinéma tiré d'une nouvelle de Thomas Mann, un film sorti sur les écrans en 1971. L'histoire de ce vieil homme, joué par Dirk Bogarde, fasciné par un adolescent à la beauté évanescente sur la plage du Lido, à Venise, dans les années 1910, et en fond la musique de Gustav Mahler. De ce garçon au visage angélique, tous les cinéphiles ont gardé l'image et le nom de son personnage, Tadzio. Mais qui était-il? Qui se cachait derrière Tadzio? Et qu'est-il devenu après ce film, Björn Andresen, qui n'avait que 14 ans au moment du tournage? C'est le point de départ du nouveau roman de Guillaume Périlloux, La Couronne du Serpent, publié aux éditions de l'Observatoire. En 2022, on découvre ce jeune auteur, Guillaume Périlloux donc, avec un premier titre qui faisait mouche, Ils vont tuer vos fils. Un roman qui vient de sortir en poche. L'histoire d'un jeune garçon de 15 ans qui ne s'accepte pas dans son corps masculin et qu'un juge pour enfants va envoyer en hôpital psychiatrique. Avec ce sujet ô combien d'actualité, Guillaume Périlloux a été plébiscité par la critique, les libraires et les lecteurs, à la fois pour la pertinence de son sujet, mais aussi la qualité de son écriture. Une belle récompense pour ce jeune auteur qui découvrit tardivement la littérature, mais qui, dès lors, n'eut de cesse de vouloir en faire son métier. Fort de ce premier succès, Guillaume Périlloux confirme les espoirs placés en lui avec ce nouveau roman, La Couronne du Serpent. Roman donc, puisque s'il met en scène des personnages ou des situations authentiques, l'auteur a laissé libre cours à son imagination pour raconter, à travers des lettres, la relation complexe entre Luchino Visconti et ce jeune acteur, Björn Andresen, Tadzio donc, dans le film Mort à Venise. Mais le roman convoque aussi d'autres grands noms de l'époque, comme Maria Callas, Helmut Berger, Alain Delon, Romy Schneider, ou encore le peintre Balthus, sans oublier la grand-mère du jeune garçon, qui fut l'instigatrice de cette carrière cinématographique précoce et non souhaitée par le jeune homme. Et puis des années 70 aux années 2000, il n'y a qu'un pas, quand, à l'âge de 65 ans, ayant perdu de sa superbe, vivant reclus, Björn Andresen, loin du personnage de Tadzio, raconte à sa fille comment ce rôle a détruit sa vie. Alternant les points de vue et donc les styles d'écriture par cet échange de courriers entre les protagonistes, Guillaume Périlloux nous offre ici un roman épistolaire magnifique, poignant, sensible, triste aussi. Un roman qui raconte une époque et l'envers du décor à travers le tournage de ce film culte, mais qui raconte surtout comment l'ogre Visconti, inconsciemment ou non, s'est emparé du destin d'un adolescent et l'a dévoré avant de le laisser sur le bord du chemin. Ce livre est un coup de cœur, ça s'appelle La Couronne du Serpent, c'est le nouveau titre de Guillaume Périlloux et le livre est publié aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Guillaume Périlloux. Bonjour. Vous êtes dans l'actualité avec ce qui est votre deuxième titre aux éditions de l'Observatoire et cette belle couverture, La Couronne du Serpent. On vous a découvert en 2022 avec ce qui était votre premier roman, qui est aujourd'hui disponible en poche, Ils vont tuer vos fils. J'ai l'impression que c'était une sorte de concrétisation parce que vous avez, par des moyens détournés, toujours eu envie d'écrire. Oui. C'était une finalité. C'est vrai. Depuis longtemps. Alors, pas depuis l'enfance, je veux dire, parce que quand j'étais enfant, je ne lisais pas, contrairement à beaucoup de gens, mais comme beaucoup de gens aussi, hein. Donc, j'ai commencé la lecture à l'adolescence et très vite, bon, ça m'a plu déjà et ensuite très vite, je me suis dit que je sentais quelque chose qui m'attirait vers ça. En revanche, là où j'ai grandi, comment j'ai grandi, le fait de se dire je vais devenir écrivain, c'est pas quelque chose qu'on se disait. Enfin voilà, en tout cas, c'est pas quelque chose que je me disais. Donc, comme vous dites, par des chemins détournés. Enfin, j'étais journaliste pendant quelques Il y a années. eu même le droit au tout début, vous avez Oui, fait c'est du ça. droit, Ouais, j'ai fait des études de droit, du droit, du journalisme. du journalisme, notamment journaliste littéraire pendant quelques années. J'écris sur les livres. Je prends beaucoup de joie à faire ça, et de plaisir et d'intérêt. Et c'était extrêmement stimulant de rencontrer beaucoup d'écrivains. Et dans le même temps, je commence à écrire ce premier roman. Et comme toute écriture de premier roman, on ne sait pas de toute façon si on sera publié ou non. On ne sait même pas si ce qu'on écrit a un intérêt.
Et puis aujourd'hui, vous travaillez pour une maison d'édition. Vous expliquez que c'est à l'adolescence que vous vous mettez à la lecture. Le gamin breton que vous étiez alors, pourquoi se plonge-t-il dans les livres? Ça correspond à un besoin? Il y a un moment dans C'est un cette moment, adolescence où le effectivement, livre a été c'est un salvateur? moment précis où je suis immobilisé et où je vis quelques mois sur un fauteuil roulant. Donc, cette immobilisation forcée, forcément, elle demande d'adapter les choses, d'adapter sa vie, des changements. Et tout simplement, je suis chez moi à ne rien faire et je m'ennuie. Et donc, j'ai la chance d'avoir des parents qui lisent, où il y a chez moi donc des bibliothèques. Je pioche dans cette bibliothèque. Et donc, je lis des choses d'abord contemporaines, très contemporaines, et puis un peu plus classiques aussi, évidemment, par les recommandations de l'école aussi dans le même temps. Et puis, voilà, j'ai ce souvenir-là, ce moment-là quand même qui me fait entrer dans la lecture. Et puis il y a donc ce premier roman, 2022, Ils vont tuer vos fils. On revient à l'adolescence d'ailleurs, puisque c'est un adolescent pas comme les autres, qui Mhm. va être le personnage central Mhm. de ce roman et qui va être malmené. Mhm. Comment naît ce premier roman? Qu'aviez-vous eu envie de transmettre? Comment est-ce qu'il naît? En fait, si, il naît déjà d'un point de départ, en fait, d'un véritable jugement, d'un tribunal pour enfants, en l'occurrence le tribunal pour enfants de Venise, qui un jour rend un jugement que je lis dans la presse, et c'est ça qui va me donner envie d'écrire. Ce jugement, ça concernait un adolescent de 13 ans, donc à Venise, qui vivait dans un foyer, qui rentrait chez sa mère seulement le week-end. Et au sein de ce foyer, au fur et à mesure du temps, il se pose des questions sur son identité, et notamment sur son identité de genre. Et il va progressivement aussi s'identifier en tant que fille, que femme, que jeune fille. Et donc, le foyer ne sait pas quoi faire de ça, se retourne vers le juge des enfants qui enlève à la mère de cet enfant son autorité parentale. Et les motivations du jugement, c'était de dire, ainsi, on va permettre à l'enfant de se développer sans sa mère et donc sans trop de référentiel féminin. Et c'est sans doute parce qu'il n'est élevé que par sa mère qu'il veut devenir une femme. Donc, ça a fait grand bruit en Italie au vu de l'ineptie du raisonnement, qui étaient vraiment les attendus du jugement. Et moi, ça m'a en tout cas donné envie d'écrire à partir de ça, d'inventer un personnage à partir de ça. Et évidemment, ça résonnait chez moi, et donc d'y mettre aussi un peu de moi, et de créer un personnage qui serait une sorte de double, d'alter ego littéraire. Ce premier roman, Ils vont tuer vos fils, a été salué et par la critique et a rencontré un beau succès public. Il est donc aujourd'hui disponible en édition poche. Et il parle évidemment d'un sujet d'actualité, naître dans un corps d'homme lorsque l'on se sent femme. Voilà, comment vit-on cela à l'adolescence? C'est le point de départ de votre roman. On le disait en préambule, ça a été votre premier titre, concrétisation d'une envie, d'un rêve depuis longtemps de devenir écrivain. Avec le recul, comment avez-vous vécu la sortie de ce premier roman? Très bien, si je puis dire, parce que moi, je m'attendais à rien, donc et je pense que c'est tant mieux, c'est ce qu'il faut faire, enfin, dans le sens où moi, déjà, le fait d'être publié était, une forme d'accomplissement, enfin, l'accomplissement de cette première, de ce premier mouvement d'écriture, quoi. Et donc, en fait, tout ce qui est venu ensuite, effectivement, un accueil de la presse qui était, très chaleureux et gratifiant et encourageant. Je le prenais avec beaucoup de joie, simplement, en fait, hein. Et c'est vrai que ça, finalement, ça aide. Moi, ça m'a pas. Parce qu'on parle beaucoup de l'écriture du deuxième roman comme quelque chose qui peut être Toujours un peu difficile. difficile? Moi, au contraire, j'ai trouvé ça, en tout cas, rassurant. C'est-à-dire que cet accueil des gens, bah, de la presse forcément, du public, des gens qu'on rencontre dans les salons, etc., ça me confortait. Je me disais peut-être que je ne suis pas totalement à côté de la plaque dans ce que je fais. Et puis, oui, ça rassurait. Quelles sont vos influences, puisqu'effectivement vous avez découvert la littérature à l'adolescence. Aujourd'hui, vous n'avez qu'une envie, c'est de vivre au milieu des livres Mm. et rencontrer les auteurs, mais qu'ils soient contemporains ou plus classiques, quels sont peut-être les auteurs qui vous ont influencé ou qui vous influencent Mm. aujourd'hui? Il y en a beaucoup. Alors, par exemple, ça dépend des moments, forcément. Je pense qu'il y a un moment donné, on découvre un auteur, on va le lire beaucoup, le plus possible. En l'occurrence, pour l'écriture de ce deuxième roman, il y a un auteur de qui je me suis beaucoup rapproché, c'est Marguerite Yourcenar.
en découvrant le labyrinthe du monde, qui est son cycle personnel, autobiographique, donc qui comprend Souvenirs pieux, Archives du Nord et Quoi l'éternité, simplement parce que Yourcenar racontait l'histoire de sa famille, une famille aristocratique belge au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle. Ça veut dire que des fois, vous allez chercher chez d'autres par rapport au sujet que vous voulez traiter? Oui, forcément, bien sûr, je lis en rapport à ce que des choses en rapport à ce que je veux faire, avec ce que je veux écrire au moment où je veux l'écrire. Et au-delà de ces lectures que vous faites par rapport à votre écriture, lorsque vous êtes un lecteur lambda, j'ai envie de dire, que trouve-t-on sur votre table de chevet? On trouve là aujourd'hui beaucoup d'autres romanciers de la rentrée littéraire. Avant, il y avait aussi beaucoup d'écrivains qui m'ont façonné, si je puis dire. Je pense à Hervé Guibert aussi, notamment, qui était aussi photographe et dont une des photographies était en couverture de mon premier roman. J'en étais très heureux. Avec À l'ami qui m'a fait sauver la vie, Le protocole compassionnel aussi qui suit, qui est magnifique. D'autres aussi comme James Baldwin, enfin, ces écrivains-là qui m'ont beaucoup apporté. Et parfois, je cite aussi d'autres qui sont par exemple, soit évidemment extrêmement connus comme Jean-Paul Sartre, Les mots qui a fait partie, on parlait des lectures par lesquelles j'ai commencé, Les mots, ça a été parmi les premiers, ou bien un autre écrivain aujourd'hui beaucoup plus oublié qui est Jean-Denis Bredin de l'Académie française, dont j'ai lu pas mal de romans quand j'étais adolescent aussi. Voilà. Donc un bel éclectisme en tous les cas. Votre actualité, Guillaume Périlloux, ça s'appelle La couronne du serpent. C'est votre nouveau titre, c'est aux éditions de l'Observatoire. Avec ce qui est donc votre nouveau titre, Guillaume Périlloux, La couronne du serpent et cette belle couverture. Et puis sur le bandeau choisi par votre éditeur, il y eut un seul regard, les yeux de Visconti qui incarnaient tous les autres. Parce que Visconti est au cœur de ce qui est bien un roman, mais qui se base sur des faits authentiques, sur des personnages authentiques. Nous allons revenir au tout début des années 70, c'est le tournage de Mort à Venise par Luchino Visconti, inspiré d'une nouvelle de Thomas Mann, et Visconti qui cherche un jeune adolescent blond aux yeux clairs et qui va tomber sur ce jeune homme que tous les cinéphiles reconnaissent bien sûr, qui s'appelle Björn Andresen. Et c'est cette relation que vous allez nous raconter. Qu'est-ce qui vous a donné envie de plonger dans le tournage de Mort à Venise? Alors, le point de départ, c'est un documentaire, c'est un portrait documentaire pour la télévision et pour le cinéma, qu'ont tourné deux documentaristes suédois en 2020, et qui dépeignent donc, qui ont montré cet homme aujourd'hui, à l'époque, il devait avoir 65 ans, longue barbe blanche, longs cheveux blancs, très maigre, qui est filmé dans son appartement, avec sa fille, dans son appartement très délabré, et cet homme qui raconte avoir été détruit par ce film. Tout simplement, à l'âge de 15 ans. Par le rôle de son adolescence. Par ce rôle qu'il a joué 50 ans auparavant. Alors évidemment, c'est frappant, c'est à la fois tragique, et il y a quelque chose de très beau en même temps dans ce documentaire, chez cet homme qui est extrêmement touchant. Et ça m'a intéressé de me dire, ce rôle l'a détruit alors qu'il ne s'est rien passé de problématiques au moment du tournage. Visconti n'a jamais été agresseur, n'a jamais abusé de quoi que ce soit. C'est important de le souligner par rapport à tout ce que l'actualité nous raconte aujourd'hui, toutes ces agressions que l'on voit dans le milieu du cinéma. Évidemment. Là, ce n'était pas le cas. Au contraire, vous le dites, Visconti avait fait en sorte de protéger ce jeune homme. Tout à fait, il le protège, il cherche à le protéger. Il dit, l'objet du désir de ce film, puisque, entre parenthèses, l'objet du film, c'est quand même un vieux monsieur qui tombe amoureux d'un jeune adolescent de 15 ans. L'objet du désir, ça n'est pas Björn, l'acteur, c'est Tadzio, le personnage. Donc c'est très important de faire le distinguo. Mais Björn Andresen raconte avoir été détruit par ce film parce qu'il a été détruit, dit-il, par le regard du désir qui a été projeté sur lui. Celui de Visconti, forcément, aussi, au départ, et puis ensuite le regard du monde entier. De tous les spectateurs. Le voir comme le désir. Ce qui veut dire que les spectateurs n'ont plus jamais vu Björn Andresen, mais n'ont toujours vu que Tadzio. Ouais, précisons-le, parce que vous l'expliquez aussi dans le livre, que ce jeune garçon n'avait pas spécialement envie de devenir acteur, de faire du cinéma. C'est un peu, il est poussé par sa grand-mère. Et puis, ce qui est important aussi de préciser, c'est que cet enfant est orphelin. Il est élevé par sa grand-mère. Oui, c'est important de le préciser. On a toujours un peu eu l'impression, dans ce qu'a pu dire Björn Andresen au cours de sa vie, que cet élément était
finalement peut-être un peu secondaire par rapport au traumatisme qu'a représenté le film pour lui, mais je pense qu'effectivement, de toute façon, il vient tourner le film à 15 ans sur un terreau pour le moins fragile, si je puis dire, avec une situation familiale dramatique. Et effectivement, il perd sa mère 5 ans auparavant, il est élevé par sa grand-mère qui veut faire de lui une star, comme pour conjurer le sort, pour tordre le cou au destin, à la fatalité, rendre le destin plus beau. Et malheureusement, c'est pas ce qui va se passer pour lui. Ça m'intéressait de voir, encore une fois, qu'on peut faire de quelqu'un un objet du désir alors qu'il n'a que 15 ans et détruire évidemment cette personne, et notamment parce qu'elle n'avait que 15 ans. Qui serait à même à 15 ans de porter ça, d'incarner le désir aux yeux du monde? Vous le dites en préambule dans votre roman, puisque c'est bien d'un roman dont il s'agit. Les personnages, les faits sont authentiques, mais c'est un roman, donc c'est inventé. C'est important de le souligner. Il y a juste un extrait de lettres qui est authentique, mais vous faites Exactement. une sorte de roman épistolaire, Oui. puisque finalement vont se succéder des courriers de Visconti, des courriers du jeune Björn à sa grand-mère, Mhm. des courriers de Björn à sa propre fille lorsqu'il a 50 ou 60 ans et qu'il essaye d'expliquer quelle a été sa vie. Pourquoi cette forme du roman épistolaire? J'ai tout de suite commencé à l'écrire comme ça, enfin, je l'ai tout de suite imaginé comme ça. Déjà parce que moi je l'aime en lire en tant que lecteur, et puis ensuite j'ai tout de suite trouvé que c'était aussi ludique à écrire. C'est c'est assez amusant d'imaginer des débuts de lettres, des fins de lettres, comment est-ce qu'on les signe, comment est-ce qu'on les date, comment est-ce qu'on les place dans le temps. Et c'est aussi assez euh, habile, si je puis dire, dans le sens où on peut jongler avec les époques de façon... Parce que là, on passe des années 70 voilà, aux années 2000, voire 2020. exactement, histoire de pouvoir mettre en parallèle de façon très immédiate Björn a 15 ans, Björn a 65 ans, et le reflet des deux. Il y a notamment dans ces courriers, dans ces lettres que vous avez imaginées, il y en a qui sont très belles. Ce sont les lettres de Björn Andresen à sa propre fille qui cherche à comprendre qui est son père, le drame qu'il a pu vivre à l'adolescence et qui se dévoile justement par les mots, puisqu'il a une relation un peu difficile avec sa fille. Donc là encore, c'est très inventé, mais en tout cas, vous créez une relation père-fille qui est très touchante. Oui, alors ce aussi pourquoi je me le suis permis, c'est parce que sa fille, en l'occurrence, fait partie du documentaire qui était mon point de départ, donc elle a aussi accepté de parler, si je puis dire, et c'est parce qu'elle a déjà parlé publiquement que je me permets de la mettre dans mon roman et d'en créer un personnage de roman. Ensuite, parce que ces deux personnes sont vivantes et que je voulais aussi m'extraire du témoignage et en faire un roman, j'ai aussi là peut-être inventé davantage, je me suis davantage autorisé à créer des situations entre eux, dans ce que j'imagine, en tout cas toujours, comme pour le cas de Visconti, être dans le domaine du probable et du cohérent avec ce qu'elle a pu déjà dire. Rappelons que Visconti était de lignée noble, de l'aristocratie italienne, avec un blason, des armoiries sur lesquelles apparaît un serpent qui dévore un homme. J'imagine qu'il y a un lien avec ce titre, La couronne du serpent, et puis ce serpent qui dévore un homme qui pourrait être un adolescent. Finalement, c'est Visconti et le jeune Björn. Évidemment, et qui dévore carrément un enfant même, en fait. Et c'est ça qui m'a frappé quand j'ai découvert ça pendant l'écriture du texte, puisque donc effectivement, Visconti descend des seigneurs de Milan qui ont régné sur la ville pendant des siècles, qui descend donc des ducs de Milan. Et donc, comme toute famille aristocratique, il y a un blason, des armoiries, et c'est effectivement un serpent couronné pour représenter donc le duché de Milan qui dévore un enfant. Et cette analogie était frappante, comme si cette histoire était finalement inscrite depuis des siècles. Voilà, en tout cas, un livre très réussi. Et c'est vrai que le fait de choisir le roman épistolaire vous permet d'avoir des styles différents dans Oui, votre écriture. Donc, c'est très deux enrichissant, ça voix aussi. différentes. Ouais. Deux voix différentes. Un roman très réussi, ça s'appelle La couronne du serpent. C'est votre actualité, Guillaume Périlloux. C'est aux éditions de l'Observatoire. Et forcément, ça vous donnera envie de revoir ce très beau film de Visconti, Mort à Venise, avec la musique de Gustave Mahler. Mais vous ne le verrez pas de la même façon, puisque lorsque vous verrez le personnage de Zazio, vous penserez à l'histoire de Björn Andresen et comment il a été dévoré par ce rôle. Merci en tout cas de nous avoir Merci. rendu visite.